Nous entrons dans l'ère moderne. Pour la Corée, c'est un véritable second âge d'or. La reine Sondok, plus ambitieuse que jamais, rêve déjà de son grand objectif, ouvrir la voie de la conquête spatiale. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, l'Espagne annonce la construction d'un Colisée à Madrid. Accusas signe la paix avec l'Éthiopie, tandis que le Portugal et la Norvège consolident leurs relations en formant une alliance. En 1615, un congrès mondial s'ouvre. Sondok y manœuvre habilement. Elle propose de réduire le temps de formation des troupes, réclame une route commerciale supplémentaire et vise deux précieux points de victoire diplomatique. Après délibération, la Corée obtient exactement ce qu'elle espérait, une route commerciale et 2 points diplomatiques. La radio est le théâtre de l'esprit, la télévision est le théâtre de l'abrutissement. Partout, les nations se préparent à l'exposition universelle. La radio est découverte, ouvrant la voie aux mass médias. Le royaume pourpre déclare son amitié avec la Norvège et conclut une alliance militaire. L'Espagne renouvelle son amitié avec la Corée et les voisins du Nord signent une alliance économique avec Sondok. À Gwangju, un tout nouveau laboratoire de recherche voit le jour. Les Zoulous proposent un accord commercial. La Corée accepte, mais non sans renégociation. Sondok poursuit sa marche scientifique pendant que ses alliés se mobilisent. L'Espagne adopte la recherche militaire et la cité-État de Kaiguana, reconnaissante, selon la guerre contre l'Éthiopie. Dans tous les travaux d'histoire naturelle, nous cherchons constamment les détails de la fantastique adaptation des animaux à leur nourriture, à leurs habitudes et aux lieux où on les trouve. En 1620, la Corée franchit une nouvelle étape avec la découverte de l'histoire naturelle. Jinju inaugure sa bibliothèque et fonde sa société des alchimistes. La Reine Rouge déploie ses émissaires vers Hattusa et Mogadiscio. Cette dernière, cité-État économique, choisit d'ailleurs de rejoindre la guerre aux côtés de la Corée et de la Norvège. Pendant ce temps, ailleurs, Asgerotoaku rejoint l'Empire Zoulou. Tokugawa incite la Macédoine à développer sa flotte. Philippe II demande à la Norvège d'arrêter son expansion. Harald, de son côté, adopte la recherche militaire. En 1625, un marchand de Gwangju se dirige vers Jinju pour relier la ville au réseau coréen. Suncheon, de son côté, bâtit une bibliothèque puis fonde sa propre société des alchimistes. À Gwangju, un quartier résidentiel s'élève au milieu de la forêt tropicale. Les Zoulous découvrent le raffinage. Alexandre choisit l'oligarchie comme gouvernement, tandis que le roi Kri adopte la lieutenance pour réduire l'entretien de son armée. L'Espagne, elle, fait les noces de cette ère. Mais surtout, un homme entre en scène. En 1630, James Watt rejoint la Corée. Grâce à lui, l'ingénierie coréenne franchit un cap. À Suncheon, il propose un atelier et une usine gratuitement. Dès lors, toutes les usines de l'Empire bénéficient d'un bonus de production. Mais, le monde continue d'évoluer. Les Zoulous découvrent les mass médias. Le Japon dénonce leur alliance avec Alexandre. En 1635, James Watt se rend dans la capitale rouge pour procurer une ultime contribution à l'industrialisation coréenne. La guerre contre l'Éthiopie, héritée de l'alliance avec la Norvège, prend fin. Les cités-États alliés, Kaiguana, Mogadiscio et Hattusa, se retirent, elles aussi, du conflit. De leur côté, les Zoulous cherchent à ériger Broadway dans la ville d'Olondi. En 1640, la Corée reçoit un bourse de recherche sur le programme nucléaire. Un marchand quitte Yongsan pour rejoindre Jinju, tandis que Gwangju lance un ambitieux programme de subvention pour son campus. À Jeonju, un centre de diffusion est en construction. Mais, les Zoulous ne s'arrêtent pas là. Ils veulent bâtir la cité interdite dans la ville de Kangela, un monument qui permet d'accroître le nombre de doctrines d'un gouvernement. En 1645, le marchand de Mekele part en direction de Jinju, témoignant de l'histoire du commerce coréen. Sur la scène internationale, les tensions montent. Les Zoulous critiquent l'industrie éthiopienne, Alexandre s'indigne de la résistance japonaise, et, en représailles, Tokugawa dénonça la Macédoine. L'Espagne érige un quartier résidentiel à Madrid. Quant à Harald, il s'enorgueillit de posséder une relique sainte, le ver chanteur. Mais, en 1650, la Corée atteint un tournant majeur, la découverte des fusées. Une sorte de mythe s'est formé autour de la difficulté de la construction des fusées. Sondok a atteint la première marche de son objectif ultime, la conquête spatiale. Elle lance aussitôt la recherche des satellites. À ses côtés, un esprit illustre rejoint l'Empire Rouge, Alan Turing. Grâce à lui, la Corée reçoit un précieux boost de recherche sur l'électricité et l'informatique. Les Zoulous, eux aussi, adoptent l'oligarchie. Alpha Nobel rejoint l'Empire Marron, tandis que chacun découvre les cuisses de Rosonde. La Norvège s'enorgueillit d'une nouvelle relique, les mémoires d'un astronome aveugle. En 1655, un nouvel homme illustre rejoint la Corée, Horatio Nelson. Suncheon commence alors le premier spatioport du Royaume Rouge. Grâce à l'amiral, le quartier portuaire de la ville reçoit un chantier naval, et la flotte coréenne bénéficie d'un avantage stratégique. Peu après, Yongsan et Kumasi lancent, eux aussi, la construction de leur spatioport. La Corée vient d'entrer dans une nouvelle ère. En 1660, la capitale coréenne se lance dans un projet colossal, son propre spatioport. Construite au cœur d'une jungle tropicale, cette infrastructure progresse rapidement grâce à la puissance industrielle de la ville. En 1665, la Corée bénéficie d'un boost de recherche sur la conservation. Le marchand de Jeonju part pour Ulundi, capitale Zoulou. Sondok renforce sa diplomatie.
Elle obtient une amitié avec le Pays Blanc, établit une ambassade permanente et propose une alliance religieuse avec Jean III. Pendant ce temps, Gwangju lance à son tour la construction d'un spatioport, bâti sur des marais. De leur côté, les Zulus découvrent l'assainissement. Le Portugais propose un accord commercial à Son Doc qui, fidèle à ses habitudes, le renégocie avant de le signer. Pour rallier les gens, les gouvernements ont besoin d'ennemis. Et s'ils n'en ont pas, ils s'en inventeront un pour nous mobiliser. Régna obtient une promotion et Son Doc adopte le manuel d'exercice pour ralentir la perte de charbon dans l'Empire rouge. Pendant ce temps, Alexandre cherche à concurrencer les Zulus en lançant lui aussi la construction de la cité interdite. En 1675, la Corée avance encore. Elle obtient un boost de recherche sur le capitalisme, puis découvre le vol avancé. Si Dieu tenait vraiment à ce que les hommes prennent les airs, il aurait fait un effort pour simplifier les trajets jusqu'à l'aéroport. Mekele entame la construction d'une zone industrielle, tandis que Jinju fonde son propre laboratoire de recherche. Les Zulus, eux, découvrent l'idéologie. Les Portugais créent une ambassade en Espagne. En 1680, Gwangju se lance dans l'édification d'un spatioport. Son Doc achète un marchand pour accélérer le développement coréen. Junju, à son tour, lance la construction d'un spatioport. En 1685, le négociant de Gwangju prend la route de Pella, capitale macédonienne. De leur côté, les Zulus adoptent la monarchie et découvrent l'aviation. L'Empereur crée une ambassade permanente en Corée. Le Portugais se lance dans un projet ambitieux, érige une armée de terre cuite à Braga, un monument capable de donner une promotion à toutes les unités militaires du pays. En 1690, la Corée progresse encore. Elle reçoit un boost de recherche sur la balistique. Marie-Catherine Godard rejoint l'Empire rouge. Elle utilise son bonus à Yongsan, offrant à Son Doc un niveau de diplomatie supplémentaire avec toutes les nations. À la même époque, les Zulus forment un nouveau colon. Le Portugais découvre les corps interarmés, l'Espagne se réjouit de la faiblesse de l'Éthiopie, tandis que l'Église orthodoxe devient majoritaire dans l'Empire grec. En 1695, la Corée multiplie les alliances. Elle s'associe scientifiquement avec la Macédoine et conclut une alliance culturelle avec les Zoulous. Ces derniers, eux, découvrent les moteurs à vapeur. L'Espagne tente d'ériger la Tour de Belém. L'effet des masses médias n'est pas de susciter la croyance, mais de maintenir le mécanisme de l'addiction. En 1700, la Corée atteint une étape majeure, la découverte des masses médias. Amani reçoit une promotion. Chacun se montre critique envers l'industrie norvégienne. L'Espagne découvre le colonialisme, la guerre entre la Norvège et l'Éthiopie profond. En 1705, la Corée vit un moment historique. La recherche des satellites aboutit. À l'heure où je vous parle, il y a 31 satellites en orbite autour de la planète, dont la seule fonction est de vous aider à ne pas vous perdre en chemin pour la boulangerie. Le marchand de Suncheon part pour Pella et Son Doc lance une recherche scientifique, encore plus ambitieuse, la nanotechnologie. En ce début du XVIIIe siècle, Alexandre découvre les pistes de rechange et Harald adopte la mobilisation. Les Zulus fondent la ville de Don Nakijika. Alexandre bascule vers le fascisme et instaure le totalitarisme. Peu après, la Norvège et le Japon progressent chacun avec leur propre doctrine. L'ingénierie, le colonialisme et la chimie. Parfois, la roue tourne très lentement, mais elle tourne quand même. En 1710, un paradoxe étonnant surgit. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que la Corée découvre la roue. Mais ce décalage n'arrête pas Son Doc dans sa marche vers l'avenir. Les gens normaux estiment que si quelque chose fonctionne, rien ne sert d'y toucher. Mais pour les ingénieurs, si un objet fonctionne, c'est qu'il n'a pas encore assez de fonctionnalité. En 1715, la Corée découvre l'ingénierie. Tout a une limite. Le fer ne peut pas être éduqué pour être changé en or. En 1720, le travail du fer est découvert. Des cailloux sur mon chemin, je les garde tous. Et avec eux, je construirai mon château. En 1725, les châteaux sont découverts. La Corée attire un nouveau personnage illustre, l'architecte Alvar Aalto. Installé à Yongsan, il améliore l'attrait de la ville, renforçant le prestige coréen. Pendant ce temps, Tokugawa insulte la Corée, la considérant comme son principal rival dans la course spatiale. Le Japon fonde la ville de Yokohama, tandis que le Portugal forme un nouveau colon. Alexandre tente de bâtir le Temple Mayor à Amphipolis. Jean III découvre la guerre froide, les Zulus et la Macédoine, de leur côté, renouvellent leur amitié. En 1730, la Corée vit un moment historique en reconstruisant un site touché par une catastrophe naturelle. Imaginez le monde comme une seule et grande machine. Mais les machines ne sont jamais livrées avec des pièces de rechange, vous savez. On n'en a jamais plus qu'il n'en faut. Dans le même temps, la mécanique est découverte et Mekele entame la construction de son spatioport. Aalto utilise une dernière fois son talent à Yongsan. La Macédoine découvre l'assainissement, tandis que le Portugal et l'Espagne se lancent dans l'aviation. La Norvège envoie un émissaire à Utaya, et la nouvelle cité Ita, Fez, apparaît près du Japon. L'Éthiopie fonde la ville de Diardawa. De son côté, Tokugawa dénonce l'Éthiopie, tandis que la Macédoine choisit de se retirer de la course spatiale. John Rockefeller rejoint la Norvège. La pire des politiques consiste à attaquer les cités.
N'y consentez que si aucune autre solution ne peut être mise à exécution. En 1735, les tactiques obsidionales sont découvertes. Son doc achète du charbon à Alexandre pour éviter une pénurie qui aurait plongé ses villes dans le noir. En 1740, la Corée prouve sa solidarité. Lors d'une session extraordinaire du Congrès mondial, elle accepte d'aider le Portugal, frappé par une catastrophe naturelle. La plume n'est peut-être pas plus puissante que l'épée, mais la presse typographique est sans doute plus lourde que l'engin de siège. Une poignée de mots peut tout changer. Elle poursuit aussi ses recherches avec la découverte de l'imprimerie. Mettons-nous à genoux et prions. Je ne sais pas qui. On a déjà un saint pour la balistique ou pas encore? En 1745, la balistique est découverte. Personne, ou tout du moins personne de sensé, ne se lance dans une guerre sans d'abord avoir une idée précise de l'objectif qu'il compte atteindre et de la façon dont il compte la mener. Il a été démontré qu'aucun système, pas même le plus inhumain, ne pouvait exister durablement sans une idéologie. 5 ans plus tard, une avancée survient. La science militaire et l'idéologie sont découvertes. Son doc adopte le plan quinquennal, renforçant science et industrie. Dans le même temps, les Zulus découvrent la radio. L'Espagne déclare la guerre à Mogadiscio, et la Norvège dénonce de nouveau l'Éthiopie. Le tension monte sur tous les fronts. En 1755, une sévère sécheresse frappe la Corée. Malgré cela, le pays progresse encore avec la découverte du rainurage. Ne critiquez jamais un fusillé sans vous être mis à sa place. Ainsi, il sera à la vôtre et vous serez armés. Son doc signe plusieurs accords commerciaux. D'abord avec l'Espagne, puis 2 autres avec Shaka, et enfin avec la Norvège. Jinju commence la construction de son spatioport, et la Corée reprend le contrôle de Hattusa. Chacun félicite l'industrie coréenne. Les Zulus découvrent la guerre froide. L'Espagne prend le contrôle de Nanmadol, tandis que la Norvège s'empare d'Ayutthaya. L'Éthiopie, elle, est dénoncée par Tokugawa, qui bascule vers le fascisme. En 1760, le monde se prépare à entrer dans l'ère de l'information. La Corée accuse un léger retard, mais compense avec de nouvelles découvertes. L'acier, Ce n'est pas toujours le meilleur acier qui brille du plus bel éclat. les réseaux sociaux et la guerre froide. Cette fois grâce à une victoire à l'exposition universelle. Le Portugal propose un accord commercial, accepté après renégociation. L'Espagne met la main sur un artefact rare, une chevalière. La Norvège brille en prenant Ayutthaya. Enfin, l'Éthiopie conclut un accord commercial avec la Corée. En 1765, un nouveau congrès mondial réunit les grandes puissances. La Corée propose de renforcer les unités à distance, d'empêcher le Japon d'étendre naturellement son territoire, et espère sincèrement de prendre de victoires diplomatiques. Après délibération, une seule de ces propositions passe. Les unités à distance sont renforcées. L'ingénierie est l'art de diriger les grands pouvoirs de la nature pour l'usage de l'homme et son bien-être. La Corée continue d'avancer scientifiquement avec la découverte du raffinage. Margaret Mead rejoint l'Empire Rouge et commence son voyage en direction de Séville. Au Japon, la ville d'Alani est désormais alimentée en électricité. La Norvège tente de rivaliser avec Alexandre en lançant la construction du Templo Mayor. Alexandre y tente de l'or norvégien. Pendant ce temps, l'Espagne découvre le Tingui de Bémahara et envisage une guerre contre le Vatican. Le Portugal, lui, découvre la radio. J'ai toujours considéré que le remplacement du cheval par le moteur à explosion marquait une étape très sombre de l'histoire de l'humanité. En 1770, la Corée fait un pas décisif. La combustion est découverte. Un marchand de Kumasi se rend à Pella, renforçant ses liens économiques. Son doc renouvelle son amitié avec l'Espagne et signe une alliance militaire avec le Royaume bleu marine. Peu après, une alliance économique fut conclue avec Harald. Dans le même temps, la Corée vit un moment historique. Elle accomplit son premier tour du monde. En 1775, un tournant politique survient. La lutte des classes est découverte. La guerre des classes existe, c'est un fait. Mais c'est ma classe, celle des plus riches, qui mène cette guerre et qui la gagne. Son doc adopte le communisme, un moment historique pour son peuple. Elle perd la ligue diplomatique, mais gagne une flexibilité inédite. Elle peut désormais associer levée en masse, recherche militaire et union économique à ses doctrines existantes. De leur côté, les Zulus lancent la construction du Ruhr à Ungongonobu. La Macédoine prépare un nouveau colon pour s'étendre davantage. Tokugawa établit une ambassade permanente en Norvège. L'Espagne découvre les masses médias. En 1780, une nouvelle sécheresse frappe la Corée. Mais la capitale, grâce à son spatioport fraîchement achevé, obtient un boost de recherche sur la course à l'espace. Dans l'ordre poétique des grandes substances, le plastique est un matériau disgracié, perdu entre l'effusion des caoutchoucs et la dureté plate du métal. Les matières plastiques sont découvertes, et la vie lance aussitôt son premier projet spatial, le lancement d'un satellite. Son doc use de sa foi pour attirer un génie de l'ingénierie, Nikola Tesla. Les Zulus et la Macédoine déclarent la guerre au Japon, prenant avec eux les cités-États de Kostia et Fès. Tokugawa, contraint de ralentir sa course à l'espace, obtient tout de même une nouvelle relique sainte. F. Scott Fitzgerald rejoint la Macédoine. La Norvège et le Portugal forment une alliance, et l'Espagne s'empare d'un artefact archéologique, le calice. En 1785, Tesla met son talent au service de Gongju.
la zone industrielle de la ville reçoit un bonus de production. Les Zoulous lancent la construction de la cathédrale Star basée à Canguela, tandis que la Macédoine attaque le Portugal. En 1790, Tesla retourne à Gwangju pour un dernier apport technologique, consolidant encore l'industrie coréenne. Au même moment, le Japon obtient de nouvelles reliques saintes, l'éclat de Yog-Sothoth. Alexandre découvre l'aviation, le Portugal se dote de ses stations balnéaires, et la Norvège félicite l'Espagne pour avoir stoppé son expansion. En 1795, la Corée vit un moment historique avec la découverte de la guerre froide. De Stettin dans la Baltique jusqu'à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Son dock utilise l'or pour attirer Robert Goddard, pionnier des fusées. 3 personnages illustres rejoignent également le Royaume Rouge. Thomas Stamford Raffles, James Joyce et Sophonisba Anguissola. Grâce à Thomas, Mogadiscio rejoint la Corée, mettant fin à sa guerre contre l'Espagne et procurant un boost de recherche sur la nanotechnologie. James Joyce s'installe à Gwangju, Sophonisba à Gwangju. Mogadiscio entame la construction d'un quartier résidentiel, tandis qu'Amani est envoyé dans cette ville pour assurer sa loyauté. Mais, ailleurs, la course à l'espace s'accélère. Tokugawa exige que la Corée développe plus de navires, et le Japon fonde la ville d'Hamamatsu. Alexandre lance la construction du Ryō Apela. L'Espagne et la Norvège, fiers de leur expansion, toisent la Corée. Philippe II forme un nouveau colon, tandis que Harald dénonce Alexandre. La Norvège cherche à limiter l'expansion macédonienne. Le plastique est tellement partout de nos jours que le léopard en vinyle est presque aussi menacé que l'original. En 1800, la Corée franchit un nouveau cap. Les matériaux synthétiques sont découverts. Goddard rejoint la capitale et utilise son talent sur le spatioport, accélérant les projets spatiaux. À la même époque, Alexandre propose un accord commercial à Sondok, qui renégocie avant d'accepter. Le Portugal découvre lui aussi la course à l'espace, tandis que l'Espagne attaque Athusa. L'île d'Aros, en Norvège, est désormais alimentée en électricité. L'Éthiopie adopte la recherche militaire. En 1802, Goddard procure une ultime contribution à la Corée, donnant un nouvel élan au programme spatial. Les Zoulous et la Macédoine scellent une alliance. La Macédoine déterre un inconscient, Philippe II se félicite de sa supériorité urbaine, et la Norvège dénonce les Zoulous avant qu'ils se rapprochaient du Japon. En 1804, le monde bascule dans l'ère atomique. Grâce aux personnages illustres, la Corée évite l'âge sombre, mais n'atteint pas la prospérité. Les Zoulous et l'Espagne brillent dans un âge d'or. Le Japon et le Portugal vivent dans un âge normal, tandis que la Macédoine, la Norvège et l'Éthiopie s'enfoncent dans un âge sombre. La Corée, fidèle à ses idéaux, continue d'adopter le cœur de la vapeur comme doctrine. Et voici comment s'achève cette grande période. La Corée, après avoir bâti alliances, découvertes et spatioport, se lance véritablement dans la conquête spatiale. Grâce au soutien indirect de ses alliés et aux faiblesses de ses rivaux, Ren Sondok est désormais en position de réaliser son rêve ultime, emmener son peuple vers les étoiles.